parenthèse managériale. Un rendez-vous proposé par la Maison du Management en partenariat avec Media Meeting et Courrier Cadre. Bonjour tout le monde, merci de nous retrouver. Ravi de se retrouver dans la parenthèse managériale avec cette exposition virtuelle du Salon du Management. Une dizaine d'interviews, comme vous le savez, qui sont à visionner sur notre plateforme. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, eh bien, nous allons vous poser à vous une question, vous les managers, à quoi servez-vous ? Évidemment, notre invité aura sans doute des éléments de réponse à nous apporter et surtout des propositions pour mieux manager, c'est ce qu'on va voir avec lui. Un invité qui prône les bienfaits de management dans la douceur et dans la bienveillance. Bonjour Stéphane Jasmin. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes coach, formateur également de Dynamics Factory. C'est un organisme de formation et de coaching, je crois qu'il a 10 ans. Oui, fêté les 10 ans le 1er mars 2021. C'est tout récent. Comment vous bâtissez de nouvelles dynamiques? C'est un petit peu ce qu'on va voir, des dynamiques managériales, des dynamiques également commerciales dans les entreprises. Je crois que c'est les entreprises de toute taille et tout secteur d'activité d'ailleurs. Tout est permis, oui. Avant start-up jusqu'à des grands groupes. Avant de démarrer cet entretien, je vais vous proposer de vous présenter, 30 secondes, 1 minute, pour nous dire qui vous êtes et ce qui vous a amené justement à Dynamics Factory. Le portrait. Très bien, voilà une 30aine d'années bientôt que je travaille. J'ai passé une 20aine d'années dans des groupes anglo-saxons, des sociétés de services informatiques particulièrement, à des postes de chef de projet, de direction de compte, dans des postes de management transverse principalement, où finalement on n'a pas ce lien hiérarchique qui favorise potentiellement l'engagement des collaboratrices et collaborateurs, mais qui nécessite de se créer des conditions d'engagement justement pour favoriser l'engagement le plus volontaire possible. Ça, c'est la grosse partie de ma carrière, première partie. Et puis la crise des 40 ans aidant, il se passe quelque chose et j'ai décidé de devenir indépendant, formateur, coach, et voilà 10 ans maintenant que j'interviens dans les entreprises de toute taille pour parler, expliquer, faire émerger les envies chez les managers qui vont consister à créer des conditions d'un engagement le plus volontaire possible. Et on verra comment vous y prenez dans un instant, évidemment. Avant de démarrer, on a quelques questions à vous poser, si vous le voulez bien. C'est un petit portrait chinois qui a été élaboré par les équipes du Salon du Management. On commence avec cette première question. Si vous étiez une heure de la journée, quelle serait cette heure ? 7 heures du matin. Pourquoi ? La journée commence, on y va, on démarre. Action. Le monde appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt. Ouais. Si vous étiez une couleur ? Je serais un bleu turquoise. Pour quelle raison ? Je suis fan de la mer. Si vous étiez un verbe ? Bouger. Verbe d'action. Action. Votre héros, votre héroïne également, d'enfance, vous choisissez un héros, une héroïne ? MacGyver. Pour quelle raison ? MacGyver, il a une ambition, il a une mission à réaliser, ça ne se passe jamais comme il a envie que ça se passe, il a un chemin sur lequel il s'engage, il trouve des solutions, il avance. Et MacGyver, il a aussi une trousse à outils, ouais, c'est ça, ouais. Vous en avez une belle et vous allez nous la présenter dans un instant. Votre film culte, ne me redites pas MacGyver. Hein. Non, ça serait MacGyver, ça serait la série originelle. Un film que j'aime beaucoup, j'en ai deux en fait. Il y a Les Portes de la Gloire avec Benoît Poelvoorde, 2001, qui illustre de très nombreux comportements de managers qu'il ne faut pas mettre en œuvre et qu'on va regarder ensemble. Et en contrepartie, Master and Commander avec Russell Crowe, où là on a un manager sur son bateau et qui emmène son équipe d'une façon remarquable. Votre devise ? Il y a de la force à pas en mettre. Une personnalité inspirante pour vous ou pour votre thématique ? Gandhi. Gandhi qui marche pieds nus, sans force, il met l'envahisseur ou la personne qui a occupé son pays dehors. À quel mot associez-vous management ? Empowerment. On verra ça tout à l'heure aussi. Ouais. Engagement, mise en capacité, responsabilisation. Comment vous décririez-vous en un mot ? Si ce n'est pas un mot, vous avez le droit à 2-3 mots. Comment je me décris moi ? Passionné. Merci d'être avec nous en tous les cas, Stéphane Jasmin, pour cette interview. Et je vous propose de commencer avec donc cette interview et cette parole d'expert. Parole d'expert.
Stéphane Jasmin, notre invité donc aujourd'hui pour cette parenthèse managériale. Vous avez une phrase, manager et surtout manager, vous interpellez les managers, il y a de la force à ne pas en mettre. C'est vraiment votre conviction. C'est tellement une conviction que c'en est devenu une marque déposée, Ouais. pour vous dire que ça me fait vibrer tous les jours. Ouais, c'est cette capacité que le manager va avoir pour produire du résultat, parce que c'est à ça qu'il sert. On a parfois tendance à l'oublier, que pour produire ce résultat, il a deux façons de faire. Soit il met sa force de manager et il pousse les membres de son équipe à agir pour produire du résultat. Il y a toutes les chances pour que ça conduise à du désengagement à terme. Et pour produire ce résultat, si le manager n'est pas un super-héros, c'est qu'il va avoir besoin de la force et de la puissance d'autres, les membres de son équipe. Et l'idée, c'est de faire émerger cette force, là où elle est, dans l'équipe, sans que le manager lui-même ait à mettre trop d'énergie et trop de force pour la faire émerger. Il y a de la force à ne pas en mettre, c'est un peu le principe de l'aïkido, par exemple, où quand vous avez un assaillant, le plus simple, le plus efficace, c'est d'utiliser sa force pour le mettre à terre. Outre l'aïkido, Stéphane Jasmin, qu'est-ce qui vous a mis sur cette voie, de cette philosophie, le management qui devrait se faire dans la douceur? Alors, il y a deux choses en fait. C'est un manager que j'ai eu dans une de mes expériences professionnelles où quand j'ai commencé à travailler avec ce monsieur-là, et je dis bien avec, et vous verrez pourquoi, je me suis dit quand je serai grand, je serai comme lui. Et la deuxième chose, c'est ma dernière expérience professionnelle. J'ai quitté cette boîte, notamment parce que je trouvais mes managers et l'ensemble des personnes avec lesquelles je travaillais qui portaient une fonction managériale illégitimes. C'est-à-dire qu'ils mettaient tellement de force dans ce qu'ils faisaient, ils se sentaient tellement légitimes avec leur force à eux, que finalement, c'était plus possible de travailler avec eux. Quand on quitte une entreprise, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager, selon vous? Souvent, je pense. Oui, absolument. J'aurais tendance à dire, je quitte l'entreprise en me disant « Ah, c'est dommage, il y a une petite tristesse liée au fait que je quitte l'entreprise, mais en même temps, je suis heureux de quitter ce manager ou ce type de management que j'ai connu dans la précédente boîte. » Vous évoquiez à l'instant cette personnalité qui vous a amené sur cette philosophie du manager en douceur. Vous avez bien utilisé le mot « avec ». Ouais. Vous travaillez avec cette personne. C'est différent de travailler pour cette personne, c'est ça? C'est sacrément différent. Et je pense que c'est d'autant plus d'actualité que les jeunes générations aujourd'hui ont une certaine défiance face à l'autorité. Donc si vous embauchez un jeune dynamique, avec une capacité d'innovation importante, et que vous lui dites « Bienvenue dans l'entreprise, tu es là pour travailler pour moi », cette personne ne finira pas la période d'essai, liée notamment à sa capacité à défier l'autorité. Par contre, si vous lui dites « Bienvenue et tu es là pour travailler avec moi », là, il y a des chances pour que vous gardiez cette jeune génération dans l'entreprise. Aujourd'hui, en 2021, dans le contexte qui est le nôtre, contexte sanitaire particulier, c'est quoi le management tranquille? Ça passe par la sérénité, mais comment va-t-on la trouver, cette sérénité, dans un contexte qui est loin d'être serein? Oui, alors qui est un contexte compliqué, qui est un contexte qui est empreint d'incertitude. La dernière fois qu'on a rencontré ce niveau d'incertitude, voire encore un peu moins, c'était après la crise de 2008. Et là, effectivement, les managers, les équipes, les entreprises se trouvent confrontés à ce niveau d'incertitude qu'on n'a jamais connu. Et le risque pour le manager, c'est de se positionner dans la situation qu'on connaît aujourd'hui de crise, au centre de tous les échanges. Vous savez, le manager araignée par qui l'ensemble des échanges vont passer pour essayer de garder la maîtrise de la situation, pour combler l'incertitude. Or, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est plutôt, dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, de créer les conditions qui vont permettre aux membres de son équipe de se responsabiliser, de se rendre autonomes, pour être en mesure de répondre à des exigences managériales qui sont des exigences de résultats, de responsabilisation et de la capacité des collaboratrices et collaborateurs à devenir autonomes. Alors, vous venez de le dire, un manager devrait créer ces conditions-là, qui seraient les bonnes conditions pour le développement d'une activité et d'une équipe. Mais au fond, quel réel pouvoir est à la disposition de chaque manager dans une équipe? Je pense que le manager a deux types de pouvoirs à sa disposition. Il a la capacité de pouvoir exercer son pouvoir sur les autres. On va travailler sur les extrêmes. D'un côté, le pouvoir sur les autres. Je vous appuie sur la tête et je vous pousse à faire les choses. Il y a une approche coercitive. Et c'est mon pouvoir de manager, parce que je suis manager, qui va me pousser à agir de la sorte. Et ça ne fonctionnera pas avec les jeunes générations. Enfin, en moyenne, de façon générale. Et l'autre forme de pouvoir, c'est la capacité pour le manager à pouvoir faire les choses avec les autres. En fait, on passe d'une dimension verticale, j'exerce un pouvoir sur les gens pour les pousser à agir, à je crée les conditions de pouvoir faire avec les autres, et qui traduit cette idée qu'il y a de la force à ne pas en mettre.
J'aimerais, Stéphane Jasmin, que vous développiez un petit peu sur ce que vous venez de dire. J'allais dire presque, vous allez me dire si je me trompe, mais ce conflit de génération, vous venez de dire que la nouvelle génération, elle n'était pas disposée finalement à accepter les mêmes choses que les générations précédentes ? Absolument. Oui, la génération précédente et celle encore avant la mienne, c'est je fais ma carrière dans l'entreprise. Ouais. Je grossis le trait. Là, aujourd'hui, les jeunes générations, quand on regarde le CV de certains après 5-6 ans dans le monde professionnel, ils ont déjà 3-4 boîtes, 3-4 expériences. Ça coûte à l'entreprise d'embaucher, de faire entrer des gens et puis de les voir partir. Donc, je pense que ce qui est important pour le management aujourd'hui, c'est de fabriquer cette capacité de rétention. Et la rétention, elle passe notamment, je pense, par la capacité à engager les gens et éviter en tout cas de les désengager par un management hiérarchique trop présent, trop puissant, qui prive les jeunes générations de travailler avec leurs managers. Si on fait un petit pas en arrière, est-ce que j'ai envie qu'on se demande si la nouvelle génération change régulièrement d'entreprise comme ça pour finalement engranger de l'expérience, de nouvelles connaissances et puis rencontrer de nouvelles personnes, ou est-ce que c'est réellement parce qu'il y a, je dirais, un désengagement sur les entreprises qu'elles pourraient rencontrer, avec lesquelles elles pourraient collaborer ? Je pense que c'est un ensemble de choses. Ces jeunes générations, je les appelle affectueusement les générations double clic. Je veux des amis, clic-clic, j'en veux plus, clic-clic, je veux des films, clic-clic, je veux des jeux vidéo, clac. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi dans l'entreprise, ce besoin de faire les choses et en même temps de pouvoir, avoir cette liberté de pouvoir changer facilement. Et le marché du travail aujourd'hui, il est très propice finalement pour permettre à de jeunes générations de changer de boîte comme ils le font. Clic-clic. Quand on échange un petit peu avec vous, Stéphane Jasmin, il y a une notion qui revient évidemment régulièrement, c'est cette notion du leadership. Vous prenez un leadership inspirant. C'est quoi aujourd'hui, en 2021, un leadership inspirant ? Leadership inspirant, je pense qu'il est attaché directement à la notion d'engagement dans l'entreprise. L'engagement, j'ai quelques chiffres qui sont toujours très intéressants par rapport à ça. 3 chiffres sur l'engagement, 6, 53, 87. Ce sont 3 études différentes qui montrent pour l'une que seuls 6% des salariés français sont engagés, pour l'autre 53% et pour l'autre 87%. Allô Houston, on a un problème, on a des instruments de mesure qui ne donnent pas la bonne valeur. Bon. C'est pour ça qu'on va se positionner sur un autre chiffre qui est 100%. Et le 100%, c'est, je pense que le management a d'un côté 100% la capacité à fabriquer du désengagement, si justement il exerce un pouvoir sur les autres, trop fort, trop puissant, et de l'autre côté, il a la capacité, avec un management inspirant, à créer 100% d'engagement le plus volontaire possible. Et c'est là, je pense, que la question du leadership, du charisme, c'est créer ces conditions qui vont donner envie aux membres de l'équipe de s'engager le plus volontairement possible. La légitimité d'un manager, comment elle se construit au sein d'une équipe ? Pourquoi faudrait-il qu'elle se construise ? Alors ? En fait, il y a 2 sujets sur la légitimité. Vous avez le manager qui se sent légitime parce qu'il est manager, parce qu'il a une grosse expérience, parce qu'il obtient des résultats, parce qu'il a la connaissance, il a le savoir au moins aussi fort que son équipe, et ce manager se sent légitime. Et c'est là qu'en se sentant légitime, il peut poser son pouvoir sur les autres. C'est ma légitimité qui va pousser les gens à l'action. C'est une forme de légitimité. Il y a une autre forme qui est celle qui se construit effectivement, et c'est là que je pense que le vrai pouvoir du manager, c'est la légitimité qu'il se construit aux yeux des membres de son équipe. C'est-à-dire que quand un collaborateur va se dire, consciemment ou pas, tu sais, toi mon manager, je te trouve légitime, il y a toutes les chances pour que le manager ait créé les conditions d'un engagement le plus volontaire possible. Donc pour moi, elle se construit. On peut s'appuyer bien sûr sur la légitimité acquise liée à l'expérience. Et d'ailleurs, les managers dans l'entreprise, la précédente entreprise dans laquelle j'ai travaillé, se sentaient, eux, extrêmement légitimes. Mais à mes yeux, ils ne l'étaient pas. Et comme ils ne l'étaient pas à mes yeux, ils ont fabriqué mon désengagement. Au fond, ce n'est pas parce qu'on a une longue expérience dans une entreprise ou avec un certain nombre de connaissances dans un service, qu'on est légitime en tant que manager. Alors, on est légitime au sens crédible. Oui. C'est-à-dire que j'ai l'expérience, j'ai obtenu des résultats, j'ai une grosse équipe, j'ai un gros budget, j'ai été nommé manager. Ça me permet d'avoir une dose de crédibilité. Maintenant, la vraie légitimité, c'est celle qui me sera accordée par les membres de mon équipe. Alors, on parlait de cette notion-là de créer sa propre légitimité. Finalement, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, le management à l'ancienne, c'était celui
qui était la personne qui arrivait avec ce qu'on appelait à l'époque une autorité naturelle. Ça fonctionne encore en 2021, l'autorité naturelle, pour devenir un bon manager? L'autorité naturelle, ouais, c'est un vrai beau sujet, ça aussi, qui va quelque part ou s'attacher à la notion de charisme. Charisme, c'est du grec, c'est la charisma, c'est la grâce divine. Alors on pourrait dire, voilà, j'ai la grâce divine, elle m'est tombée dessus, j'ai une autorité naturelle qui soit conduit à pousser les gens à l'action, soit qui me permet de créer les conditions pour les emmener à moi. C'est une autorité naturelle. Et je pense que cette autorité naturelle, elle peut se construire comme toutes les compétences que vous avez d'ailleurs. Si je vous demande de lister sur un papier toutes les compétences que vous allez me dire, ça va être long. Et ce sont des choses que vous faites naturellement aujourd'hui, mais en même temps que vous avez apprises. C'est là que je pense que dans le management, on peut avoir une autorité naturelle, à savoir une certaine capacité à la base, de charisme, et que tout le reste peut s'apprendre par la capacité d'écoute, la capacité de communication, d'une vision, la capacité à rendre les gens capables. Et ça va dépendre, en termes de perception, de la capacité du manager, d'autorité naturelle, ça va dépendre de chacun. Moi, par exemple, je trouverai un manager avec une autorité naturelle s'il me donne envie de m'engager, s'il me donne la capacité d'autonomie, s'il me laisse une certaine dose de responsabilité. D'autres diront, non, je le trouve avec une autorité naturelle, parce que quand je vais le voir, il a toujours la bonne réponse, par exemple. Et ça va dépendre de chaque membre de l'équipe. Alors au fond, ce que vous dites, c'est que on ne peut pas plaire à tout le monde quand on est manager. Dans une équipe, un manager va forcément plaire à certains et déplaire à d'autres. Oui, absolument. Et comment on travaille, comment on vit au quotidien en tant que manager avec ce paradoxe? Alors ce paradoxe, à mon avis, on va le couvrir d'une façon particulière. C'est-à-dire qu'on va faire preuve de ce que j'appelle la bienveillance, mais écrite d'une façon particulière. C'est bien-veillance. Et la bien-veillance, ça traduit l'idée que le manager, en fonction des personnes qu'il manage, doit bien veiller à construire les leviers de sa propre légitimité. En tout cas, se donner 100% de chance de devenir légitime aux yeux des membres de son équipe. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne dans 100% des cas. Mais c'est ça, à un moment donné, le job de manager, de se dire « j'ai bien veillé, j'ai fait preuve de bien-veillance pour faire en sorte de construire ma légitimité aux yeux de chacun ». Créer les conditions d'un engagement le plus volontaire possible, c'est permis par des rôles concrets? Oui, c'est une façon de manager, absolument. J'ai développé une approche qui est l'approche E égale MC2. Alors, en figure inspirante, j'aurais pu vous parler d'Einstein aussi, je suis un grand fan de ce monsieur-là. Et E égale MC2, c'est une forme de management, c'est vous voulez engager, eh bien, manager en challenger coach, MC2. Alors, challenger et coach, ce sont vos deux figures de référence. Ouais. Finalement, si on s'intéresse à la définition de ces deux mots, c'est quoi la différence entre le challenger d'un côté et le coach de l'autre, qui va donc regrouper l'ensemble de ce qu'est un manager aujourd'hui en 2021 selon vous? Oui, qui va créer les conditions de l'engagement, de la construction de sa propre légitimité, et qui va faire émerger ce terme que j'attache au management, qui est l'empowerment. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important à un moment donné, c'est de créer les conditions qui permettent de rendre les membres de l'équipe capables, autonomes, responsables, employables. C'est un sujet important, la question de l'employabilité. Et il ne suffit pas de dire « rends-toi autonome, rends-toi responsable », à moi, manager, de créer les conditions pour faire ça. Et c'est là que je m'appuie sur deux rôles. En fait, il y en a plusieurs, mais des rôles fondateurs de challenger et de coach. Et le challenger, c'est le manager qui va porter la notion de défi, de challenge atteignable. C'est la personne qui catalyse le changement, qui catalyse le mouvement et qui fait émerger chez les collaborateurs la cible. Quel est ce vers quoi tu veux aller ? En quoi ça constitue un défi? Ça, c'est la première dimension du challenger. On est là aujourd'hui, vers quoi tu veux aller? Et la deuxième dimension importante du challenger, c'est la capacité d'apprentissage. C'est-à-dire que pour rendre les gens responsables et autonomes, moi, manager, je vais passer du temps à leur montrer ou à faire émerger chez mes collaborateurs ce qu'ils apprennent, ce que leur expérience leur apprend, pour les rendre conscients du trajet qu'ils ont construit et de ce que ça leur apporte aujourd'hui. Ça, c'est challenger. L'autre rôle est celui du coach, qui va faire émerger les ressources chez les personnes. Parfois, vous êtes face à une situation problématique en tant que collaborateur, vous êtes embarqué, le problème, il est là, le problème, c'est moi, vous ne savez plus, et vous ne voyez plus les ressources à votre disposition. Donc, quand le challenger a identifié la cible et qu'il a fait émerger l'apprentissage chez les personnes, le coach va faire émerger le comment. Comment on va s'appuyer sur l'apprentissage
pour atteindre la cible qui a émergé avec le rôle de challenger. Et ça construit un troisième rôle, en fait, qui est le rôle du créateur, de l'acteur, de la personne, collaborateur, collaboratrice, qui cultive la volonté de trouver des solutions. Ce que vous dites, au fond, Stéphane Jasmin, c'est que il est compliqué d'être un bon manager si on n'a pas ces deux rôles, en tout cas si on n'endosse pas ce rôle du coach et ce rôle du challenger. Alors, il y a plein de façons de manager, bien évidemment. Simplement, n'oublions pas qu'une chose, c'est à quoi servez-vous manager? Vous êtes là pour produire du résultat. Ce résultat, soit il est produit par votre force et vous contraignez les membres de l'équipe à avancer par votre force, soit vous la faites émerger, cette force, là où elle est. Il y a de la force à pas en mettre. Et c'est là, je pense, qu'effectivement, il est important de trouver l'équilibre. On entend aujourd'hui beaucoup parler de manager coach bienveillant. Alors, manager-coach bienveillant, c'est très intéressant. Ça risque à un moment donné de priver le manager de sa capacité à poser des exigences. Et c'est vrai que manager, c'est en même temps construire du défi, rendre les gens capables, être en mesure de poser des exigences dans une perspective unique pour l'entreprise. C'est assez froid ce que je dis, mais en même temps, c'est ça, c'est fabriquer de la performance. Si vous deviez donner une définition, parce que je pense qu'il faut qu'on revienne sur ce thème de empowerment, quelle serait la définition et quelles seraient les caractéristiques que vous donneriez à ce mot très important à vos yeux? Empowerment, on va le prendre au sens des Canadiens, c'est-à-dire que les Canadiens nous disent très simplement « empowerment ». C'est s'empouvoirer. Et s'empouvoirer, c'est finalement faire émerger des ressources chez soi pour se rendre capable. J'aime beaucoup ce terme, s'empouvoirer. Si on le traduit en dimensions diverses et variées, on a la notion de « je me mets en capacité ». Où mon manager crée les conditions pour me rendre capable, pour me rendre responsable, pour me rendre autonome, pour générer chez moi l'envie d'entreprendre. Et si moi, manager, je crée à l'intérieur de mon équipe les conditions du développement de l'empowerment, je crée les conditions où je fais émerger les gens qui ont envie d'entreprendre au profit d'un résultat pour une performance d'entreprise. Au fond, c'est aller chercher le pouvoir, c'est aller chercher la recette de la potion magique. Oui, alors c'est pas du Harry Potter, mais c'est une formule magique, E égale MC2, engagé, manager en challenger coach, c'est la formule gagnante en fait. Alors c'est pas de la magie, pour autant, j'imagine qu'il y a tout un tas d'outils que vous avez à votre disposition. Je le rappelle, vous êtes le créateur de Dynamics Factory. Comment vous fonctionnez, vous, de manière régulière avec les entreprises ? Alors, nous sommes d'abord un cabinet de formation et de coaching, et la façon dont on fonctionne, c'est la façon suivante. En fait, nous, formateurs, nous sommes des challenger coach. On se met dans cette situation-là pour bien montrer aux managers ce qu'est challenger coach. Donc, on va vous former, passer 2 jours de formation, et puis au bout de la formation, on vous dira, OK, maintenant, concrètement, challenger, ça vous permet d'aller vers quoi? Coach, vous allez le faire comment? Cette formation, challenger, qu'est-ce qu'elle vous apprend? Et après une formation 2 jours, 3 jours, on engage des processus d'accompagnement où nous, formateurs, nous allons challenger et coacher les gens que nous avons formés pour aboutir 3 mois après à un retour d'expérience. Qu'est-ce que ça vous apprend? Et entre la formation et le retour d'expérience, on a responsabilisé les gens, on les a rendus autonomes, on a joué notre rôle de challenger coach en miroir de ce que l'on propose, ce qu'on leur propose d'être en tant que manager. C'est une méthode, la vôtre, c'est une méthode du pas à pas? Oui, alors en fait, absolument. Dans les approches challenger coach et créateur, ce créateur qui cultive l'envie de trouver des solutions, c'est issu d'un modèle qui est l'antidote d'un triangle qui est assez connu, qui est le triangle de Karpman, de victime, de persécuteur et de sauveur. Et donc, on inverse ce triangle-là, et ce triangle de challenger, coach, créateur porte un nom, il s'appelle TED, qui n'a rien à voir avec les conférences et les TEDx, qui signifie The Empowerment Dynamic. On va créer des dynamiques d'empowerment, des dynamiques de responsabilisation, des dynamiques de mise en capacité, d'autonomisation. Et la meilleure des façons pour avancer, c'est de se dire, pas de bébé, petit pas, des claques, 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 claques. Et chaque claque, d'ailleurs, qu'un collaborateur va franchir, c'est potentiellement un apprentissage pour lui. C'est là que le manager doit être présent, en tant que challenger, pour faire émerger cette notion d'apprentissage. Et la question des petits pas, elle est essentielle. On a dans l'entreprise des managers qui posent des ambitions fortes, ils sont là pour ça, avec des objectifs annuels. Maintenant, la question, c'est le chemin. Et c'est là que les dynamiques d'empowerment avec le rôle de challenger et de coach créent quelque chose de formidable qui s'appelle une dynamique, qui s'appelle un mouvement. Et, entre un collaborateur ou une collaboratrice
qui n'avance pas parce que problème, parce que victime d'une situation, parce que psychotage terrible, entre une personne qui n'avance pas et celle qui avance par petits pas, moi en tant que manager, le choix de mon camp, il est fait. Dans vos actions de coaching, qu'est-ce qui peut être un élément ou qu'est-ce qui peuvent être des éléments bloquants ou des éléments qui ne permettent pas de faire avancer une situation ? Alors, ce sont souvent les perceptions des personnes qu'on accompagne qui sont liées au fait que les situations qu'ils rencontrent ou qu'elles rencontrent, ces personnes ne dépendent pas d'elles. Oui, mais ça ne dépend pas de moi. Tant que mon entreprise ceci, tant que mon manager cela, je ne peux pas avancer. Et toute la force des rôles de challenger, de coach du modèle TED, c'est d'emmener les personnes à mettre en œuvre des actions et un mouvement lié à des sujets ou des choses pour lesquelles les personnes sont capables. Ça leur appartient. Épictète nous disait ça, c'est arrêtons de nous focaliser sur les sujets qui ne dépendent pas de nous et qui nous empêchent d'avancer puisqu'ils ne dépendent pas de nous, focalisons petit à petit sur les sujets qui dépendent de nous. Donc le levier, la bascule, c'est de faire prendre conscience aux personnes qu'elles sont peut-être en train de focaliser sur des sujets qui ne dépendent pas d'elles et notre job de coach notamment, c'est de les emmener à faire identifier les sujets qui dépendent d'elles pour fabriquer ce que j'appelle des pactes, des petites actions court terme enrichissantes. C'est ça qu'on fait en formation, c'est ça qu'on fait en accompagnement. C'est même devenu une application mobile. Vous le disiez tout à l'heure, ce qui est important au fond, c'est de responsabiliser, la responsabilisation des individus, des collaborateurs. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'en 2021, on a encore du mal de temps en temps, voire peut-être très régulièrement, à responsabiliser les personnes avec lesquelles on travaille ? Si vous responsabilisez quelqu'un, c'est potentiellement que la personne prend du pouvoir. Et pour certains managers aujourd'hui, rendre quelqu'un capable, c'est peut-être un danger pour elle. Je vais la former, elle va devenir capable, peut-être que demain en plus elle voudra prendre ma place. Alors là nous sommes sur un extrême du management, qui est un management où on a l'autoritarisme, l'autorité qui est posée, qui est forte, mais pour intervenir dans de très nombreuses entreprises, j'observe ça encore beaucoup en France. Donc on a du mal à responsabiliser aussi, parce que mine de rien ça prend du temps. Et on a une énorme croyance qui est « j'ai pas le temps, je suis là pour produire du résultat ». Or, prendre le temps de développer l'empowerment, rendre les gens autonomes, capables, responsables, c'est une forme d'investissement. Stéphane Jasmin, vous le disiez, vous vous occupez de tout type d'entreprise, toutes les tailles, dans toute la France d'ailleurs. Est-ce qu'au fond, les problématiques que vous rencontrez dans le quotidien des entreprises que vous coachez sont les mêmes pour une petite entreprise ? Là, on va parler notamment aux TPE ou aux PME qui nous regardent, et puis pour les grosses entreprises. Est-ce que vous retrouvez les mêmes problématiques ? Oui, on retrouve globalement les mêmes problématiques partant de start-up, donc des TTPE, des toutes petites entreprises, à des sociétés du CAC 40 ou des sociétés anglo-saxonnes, des monstres d'entreprises à travers le monde. Les problématiques se retrouvent. Ouais. Quand on commence à travailler avec vous, quand on commence à faire appel à vos services, est-ce qu'on est sur un traitement ponctuel, je dirais, ou est-ce que c'est un traitement de fond ? Ma recommandation, c'est traitement de fond. Pour une raison simple, c'est que nous sommes d'abord un organisme de formation, et on sait très bien que si on passe 2 jours en formation, après la formation, vous allez dire « c'était sympa, j'ai passé un bon moment », vous aurez de la connaissance, mais ça ne signifie pas que vous deviendrez compétent. Et je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'être en mesure, pour rendre les gens autonomes, de fabriquer de la compétence. D'ailleurs, les réformes de formation professionnelle nous emmènent de plus en plus sur de la compétence. Les OPCA sont devenus des opérateurs de compétences. Et pour fabriquer de la compétence, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un traitement de fond. Donc là, concrètement, je suis responsable d'une entreprise, je vous contacte, il y a tout d'abord un petit stage, une formation de 2 jours, hein, ouais. Et puis ensuite, on va sans doute plus loin. En tout cas, c'est notre préconisation. Oui. Nous avons de plus en plus de clients qui acceptent ça, parce qu'ils intègrent bien qu'à la fin de ce processus, qui peut durer 6 mois, qui peut durer 1 an, ils auront des managers qui auront développé de la compétence. Ce seront des gens capables et qui développeront une autorité naturelle, mais qui sera acquise quelque part. En fait, ils finiront par faire les choses sans y faire attention, et c'est là qu'ils mettront en œuvre cette idée qu'il y a vraiment de la force à ne pas en mettre. Ça prend du temps. Il faut s'autoriser ça. Qui sont vos clients aujourd'hui ? En tout cas, comment vous pourriez les décrire de manière générale ? Est-ce qu'ils se ressemblent d'ailleurs, ces clients ? Alors, en termes d'activité, non, puisque tous les secteurs d'activité, du monde de l'informatique au monde industriel, à des start-up de l'incubateur de Polytechnique, dans lequel on intervient aujourd'hui, avec des projets très très divers. Par contre, la question de l'engagement est le sujet commun
à l'ensemble de ces entreprises au profit de la fabrication de performance. Voilà, ça c'est le sujet vraiment qu'on arrive à retrouver à peu près partout. Vous avez en tête un coaching qui vous a marqué particulièrement parce qu'une situation qui était peut-être une situation paralysante ou totalement paralysée a été débloquée? Oui, absolument. Je me rappelle d'un coaching, et d'ailleurs c'est un mode de coaching, un sujet en coaching qui revient assez souvent, c'est le manager qui est super-héros et qui finit par s'épuiser parce qu'il passe son temps à penser que sa légitimité va venir de sa capacité à apporter des solutions. Et plus il apporte des solutions, plus il les impose, plus il exerce un pouvoir sur les autres, moins il rend les membres de son équipe capables, et finalement c'est une personne qui vient en coaching et qui me dit à mots couverts, j'ai une équipe de boulets. Mais la question est qui a fabriqué les boulets? Et quand je vois ces managers qui prennent conscience qu'à force d'être super présents et d'apporter des solutions, ils privent les membres de l'équipe de les trouver, je vois dans leurs yeux le « Ah, bon sang, qu'est-ce que je peux faire et comment je vais changer ?» Et c'est là que je les invite à fabriquer des petites actions à court terme qui seront enrichissantes et petit à petit, clac, clac, qui leur permettent de développer une approche différente. J'adore cet instant. Manager en toute tranquillité, on va dire, ou manager de manière tranquille, j'allais vous dire, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des caractères parmi les managers, des personnes qui sont peut-être dans l'hyperactivité, qui sont peut-être stressées. Est-ce que la tranquillité, tout le monde peut la toucher du doigt? Oui, parce que c'est un sujet auquel on aspire. Quand je vois les managers qui se comportent en persécuteurs du triangle de Karpman et qui passent leur temps à maîtriser les situations partant du principe que s'ils ne maîtrisent pas, la situation va leur échapper, sont des gens fatigués. Et quand je discute avec eux, ils me disent « je suis fatigué, j'ai besoin de sérénité ». C'est ça l'aspiration qu'on a à un moment donné. La sérénité du manager, c'est la capacité qu'il va avoir à se poser, à réfléchir, à faire les choses différemment. Bref, à bien veiller à faire les choses pour faire émerger la force là où elle est. Et si à un moment donné, ce manager n'a pas cette sérénité, il n'a pas toutes les ressources pour être en mesure d'activer la force là où elle est dans l'équipe. En 2021, c'était le cas aussi un petit peu malheureusement en 2020, mais le contexte sanitaire a fait que bien souvent on a travaillé toutes et tous à distance. Est-ce qu'on manage de la même manière à distance? Et où est-ce qu'on trouve le management tranquille, serein, lorsqu'il y a des dizaines, voire parfois des centaines de kilomètres qui nous séparent de nos collaborateurs? Je pense qu'il est possible de manager à distance sereinement. Et c'est vrai que la période 2020 en particulier a fait que les managers, comme les collaborateurs d'ailleurs, n'ont jamais autant travaillé. Ils n'ont jamais autant travaillé, je pense, dans la perspective d'être en mesure de maîtriser cette situation qui leur échappe liée à l'installation de la distance. N'oublions pas une chose, le manager est là pour faire en sorte que les choses se fassent. Et ça, que ce soit en distance ou pas, ça ne change pas. Ça reste la finalité du management, que le résultat collectif soit produit. Et je pense là aussi que le management à distance installe encore plus cette notion de bienveillance, c'est-à-dire qu'à moi, manager, de prendre du temps à bien veiller à faire les choses différemment peut-être qu'en présentiel, pour laisser ou rendre les personnes avec la distance capables, autonomes, et éviter de me focaliser au centre, manager araignée, qui veut maîtriser la totalité des échanges. C'est épuisant. Au cœur de toute cette stratégie, il y a quand même une notion qui est élémentaire, c'est la notion de confiance qu'on va accorder à ses collaborateurs. C'est vrai, on les entend, ces managers qui ont peur, au fond, que quand les collaborateurs sont à distance, ils ne travaillent pas chez eux, ils ne vont pas faire ce qu'ils doivent faire, etc. Comment finalement travailler sur cette confiance qu'on accorde aux gens, même quand ils sont physiquement éloignés? Bon, le mot que vous avez utilisé, le bon, c'est peur. J'ai peur de... La question de la peur est toujours très intéressante. C'est un message que votre cerveau vous envoie, sauf que si vous n'écoutez pas votre cerveau, vous ne comprenez rien à ce qu'il vous dit. Et donc, travailler à distance, c'est se poser en tant que manager et d'essayer de comprendre ce qui fait peur. Pour se rendre compte que dans la majorité des cas, 80-85% des peurs que nous avons sont des peurs infondées. Et le fait que le management à distance s'installe ne change rien à la capacité du manager à maintenir la confiance. À lui simplement, à nouveau, de bien veiller à créer les conditions pour maintenir cette confiance et réduire sa propre peur. Finalement, quand on est à distance, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est que certains managers sont tentés de demander des comptes rendus très réguliers, voire même quotidiens à leurs collaborateurs. Ça, on est d'accord, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça va rassurer le manager pour combler sa peur, mais par contre derrière, ça fabrique un truc qui s'appelle le désengagement des collaborateurs qui ne comprennent pas la finalité de ça.
Et donc le risque, c'est d'installer non pas de la confiance, mais de la défiance envers le manager. Qu'est-ce que mon manager fait de mes rapports d'activité, par exemple? On va regarder un petit peu vers l'horizon, si vous le voulez bien. Selon vous, qu'est-ce qui va changer dans les années ou peut-être même les décennies à venir côté management? Comment vous voyez le management du futur? Il va être poussé par les jeunes générations. C'est-à-dire que si moi, manager, je m'attache à ma façon de manager telle que je l'ai eue jusqu'à aujourd'hui, que j'impose cette façon de manager aux nouvelles générations, ça ne le fera pas. Je fabriquerai leur désengagement. Le monde ouvert, le monde rapide, l'instantanéité, des mouvements tectoniques de marché, d'économie, on est en train de le voir, font que l'entreprise va avoir un besoin absolu d'adaptation pour combler, j'imagine, un peu de prospective, un monde de plus en plus incertain. Et le management ne peut pas se positionner comme étant apte à combler cette incertitude, d'où la nécessité, à mon avis, absolue pour moi, de créer ces conditions qui vont faire que l'engagement collaborateur sera le plus utile pour le manager pour répondre en tout cas à ces situations incertaines et lui éviter de se retrouver dans une situation où il veut absolument maîtriser l'incertitude. Avant de se quitter ici, pour cette parenthèse managériale, on souhaiterait savoir quelle est votre plus grande fierté, votre plus grande joie, votre plus grand enthousiasme professionnel, en lien évidemment avec cette thématique qu'on vient d'aborder du management en douceur, du management tranquille. C'est le fait, en fait, qu'en 10 ans, il n'y a pas un jour où j'ai regretté mon choix de devenir indépendant, en voyant justement tous les jours ces visages de managers s'éclairer, quand finalement ils prennent conscience qu'il y a vraiment de la force à ne pas en être. Et quand, en retour d'expérience, les gens nous disent « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça », c'est pas une révolution, mais mon management est plus serein, là je suis content du travail accompli. Il y a un ouvrage, un livre qui est, pourquoi pas votre livre de chevet, en tout cas un ouvrage que vous pourriez nous recommander, peut-être en lien direct ou pas avec cette thématique? J'en ai 3. Ça va aller vite. L'ouvrage fondateur sur les dynamiques d'empowerment, qui s'appelle Power of TED, le pouvoir de The Empowerment Dynamic, très intéressant, qui nous explique Challenger Coach en long, en large et en travers. Un bouquin que j'aime beaucoup, que j'ai lu plusieurs fois et que je relirai, de Flora Bernard, qui s'intitule « Le manager avec les philosophes ». C'est un régal absolu. Et le troisième, c'est « Faites vous-même votre malheur ». De Paul Václavic, qui est très intéressant et qui nous montre qu'on a plus une capacité souvent à traiter ou à fabriquer des problèmes que de fabriquer des conditions d'engagement pour produire des résultats. Avant de se quitter, les managers nous regardent, les managers vous regardent, vous leur dites quoi à ces managers? Je leur donne un mot, sérénité, activez la force là où elle est. Si vous avez une équipe, c'est pas pour rien. C'est pas pour la contrôler, c'est pas pour la maîtriser, c'est pour faire en sorte qu'elle s'engage et que vous la rendiez capable. Où est-ce qu'on vous retrouve? Comment on peut prendre contact avec vous, avec Dynamics Factory pour, pourquoi pas, imaginer un coaching de votre part? Oui, LinkedIn, je suis présent, des articles sur LinkedIn, et puis le site internet Dynamics Factory, dynamics-factory.eu, sur lequel vous allez retrouver notamment une 40aine d'articles qui vous présentent la façon de jouer ces rôles de challenger et de coach. Stéphane Jaspin, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre accueil. Parenthèse managériale, et puis à très bientôt. À très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, ces images ont été réalisées par l'entreprise Courrier Cadre. On remercie l'ensemble de l'équipe du Salon du Management. Et on se retrouve très vite sur cette même plateforme avec d'autres interviews autour du management, évidemment. À bientôt. C'était Parenthèse managériale. Ce rendez-vous a été proposé dans le cadre de l'exposition virtuelle du Salon du Management, à retrouver en ligne jusqu'au 23 avril 2022.